Et entre deux news ce soir, un invité pour parler bien sûr de la rencontre entre le RHDP, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, Cap Côte d'Ivoire, la coalition pour une alternance pacifique en Côte d'Ivoire, ici représentée par le président de l'AIRD, l'Alliance ivoirienne pour la République et la démocratie, l'ancien ministre Éric Kaye. Bonsoir à vous, monsieur le ministre. Bonsoir, cher ami. Merci d'avoir honoré notre invitation. Merci vraiment pour cette aimable invitation. Avec vous, on fera aussi le tour de l'actualité sociopolitique ivoirienne. Et pour en parler, trois consultants. Aouma Gaël Lakba, bonsoir. Bonsoir, Sidik. Eric Bayala, bonsoir. Bonsoir, Sidik. Et puis Chéri Edith Balé, bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est parti, monsieur le ministre. Et après ces questions, nous aurons aussi votre coup de gueule et leur coup de gueule sur des sujets d'actualité. Et puis un chiffre du jour qui vous sera proposé. Alors, il y a eu la rencontre entre Cap Côte d'Ivoire et le RHDP. Certains partis étaient absents, notamment le FPI de Pascal Affi-N'Guessan, le PDC RDA de Tidjane Thiam. Est-ce que c'est une déception pour vous? Non, je suis trop démocrate pour être déçu que des débats en interne au sein d'une coalition qui pose des principes qui ont prévalu et qui n'ont pas été du goût de certains camarades puissent être portés au grand jour. Vous savez bien que le vrai démocrate, c'est celui qui dit « Je suis contre cette vérité, mais je me battrai pour qu'elle soit dite ». Et je pense qu'en Afrique, c'est parce qu'on n'a pas cette perception de la démocratie qui est que la défense de ma propre liberté, c'est d'abord la défense de la liberté de l'autre. Mais la défense de mes droits, c'est d'abord la défense des droits de l'autre qui garantissent un climat de confiance. C'est plutôt même, je pense que l'expression de la transparence dans nos relations et l'expression de sérieux des débats internes entre nous et des divergences de point de vue parfois qui n'aboutissent pas forcément à l'unanimité, mais qui donnent quand même parfois la possibilité de consensus. Et si ce consensus n'agrée pas certaines entités, elles peuvent l'exprimer publiquement. Et je dois même vous avouer que c'est parfois bon, parce que ça permet à tout le monde de faire attention et de savoir que ce qu'on est en train de faire n'est pas forcément partagé par tous. Bien. Eric Bayala. Oui, monsieur le ministre, merci d'être sur le plateau. Moi, je voudrais rappeler que depuis 2006, vous avez créé l'AIRD et en 2009, vous avez été porté à la tête de cette organisation politique en qualité de premier président de l'Alliance ivoirienne pour la République et la démocratie. Mais bien avant ça, vous avez créé un courant au sein de l'UDPCI, l'IRD, Initiative République et Démocratie. Et quand vous rentrez au gouvernement, dans le gouvernement d'union nationale, d'abord sur Seydou Liman Diarra, après Pascal Affi-N'Guessan, et puis plus tard, avec 26 autres organisations politiques et syndicales, vous mettez sur pied le CNRD, le Congrès national pour la résistance et la démocratie. Vous en êtes le porte-parole et Mme Simone Eivé, alors épouse Gbagbo, en était la présidente. Et puis, on arrive en juillet 2024. Mais bien avant ça, vous êtes nommé par le président Laurent Gbagbo conseiller spécial chargé des questions du commerce jusqu'à la chute de son régime. Et donc, cela montre votre proximité avec le président Laurent Gbagbo, puisque vous avez fait partie de la LMP. Et puis après, le président Laurent Gbagbo lance un appel en juillet 2024 à Bonois. On constate que cet appel n'a pas retenu votre intention, mais plutôt ce sera l'appel de Mme Simone Eivé Gbagbo au niveau de la CAPSI qui va donc convoquer votre engagement pour y faire part. Dites-nous pourquoi n'avoir pas répondu à l'appel du président Laurent Gbagbo, mais plutôt à l'appel sur celui de Mme Simone Eivé. Merci, je vous vois très documenté. Cela augure d'un débat qui sera un débat qui va porter sur des faits et des idées. Je suis vraiment heureux que de ça. Mais je voudrais quand même faire quelques corrections. Je suis rentré au gouvernement d'abord du Premier ministre Pascal Affi-N'Guessan en janvier 2001, au titre de l'UDPCI. Ensuite, il y a eu la crise de 2002. Mais 45 jours avant la crise de 2002, j'avais été remercié du gouvernement à la suite des élections qui se sont passées à Dioukwé. Et c'était à cette époque-là que le RDR faisait son entrée au gouvernement. C'était exactement le 5 août 2002. À la suite de quoi, il y a eu donc la crise de septembre 2002. Alors que l'on m'attendait du côté donc de la rébellion, j'ai soutenu les institutions de la République. Mais j'ai surtout soutenu un homme par la qualité de ses idées
et par l'an et demi pendant lequel j'avais travaillé avec lui, avec la liberté d'action qu'il me donnait, avec les performances que nous avons réalisées au niveau de l'OMC pour négocier et obtenir l'accès de la majorité des Africains aux médicaments contre le VIH-Sida, avec le transfert du siège du cacao à Abidjan. Et c'était vraiment un esprit de liberté qui nous était donné, où on n'avait pas besoin forcément de prendre, disons, des avis, d'être aux réunions, d'en ressortir pour revenir demander. Non pas parce qu'on était trop fort, non, parce que le président nous avait donné carte blanche pour négocier selon les valeurs qui étaient les siennes. À partir de ce moment-là, vous savez, il y avait donc une liberté de mouvement qui nous permettait de nous exprimer et d'exploser réellement. Maintenant, c'est après ça que la crise est intervenue et après les négociations de Marcoussis, que les Ivoiriens appellent affectueusement les raccourcis de Marcoussis, je suis revenu au gouvernement, mais au poste de la réforme administrative, où toutes les réformes que j'ai voulu entreprendre ont été coincées dans un climat de difficulté, où on travaillait plutôt les uns contre les autres plutôt qu'en équipe. Donc en décembre 2005, je suis sorti du gouvernement et le président Laurent Gbagbo m'a donc nommé conseiller spécial chargé des questions de commerce. J'ai eu le privilège de me considérer, et je pense que c'est ce qu'eux aussi ont pu m'accorder, comme un enfant de Simone et Laurent Gbagbo. Et à ce titre, je n'ai pas de préférence. J'aime aussi bien ma mère que j'aime mon père. Et c'est parce que, par amour pour celui que je considère comme un père en tant que mon aîné de 10 ans, que j'ai passé 10 ans en exil alors que j'aurais pu rentrer tranquillement au pays. Pendant ces 10 ans, je pense avoir contribué aux côtés de personnes comme Pierre Kipré, aux côtés de personnes comme Issa Coulibaly, Malik. J'ai vraiment essayé de mener le combat pour que la vérité puisse triompher. J'ai participé à des plateaux, mais surtout, j'ai fait énormément de diplomatie. Lorsque je suis arrivé en France le 6 septembre 2012, je savais bien que la cause était perdue avec le Parti socialiste. Donc je me suis approché des autres forces de gauche, notamment le parti de gauche de Mélenchon, le parti communiste, et nous avons engagé donc des discussions qui nous ont permis d'obtenir en partie, pas seulement ça qui a permis d'obtenir ce résultat. Et pendant que j'étais en activité au niveau du gouvernement et au niveau politique, dans la création du courant IRD, dans la création du CNRD, j'ai été évidemment aussi bien proche du président Laurent Gbagbo que de la première dame Simone Veil Gbagbo. J'ai été triste de la séparation politique qui existait donc entre ces deux personnalités, qui sont si complémentaires, à mon avis, qui sont vraiment complémentaires. Mais l'appel de Benoît, si vous voyez bien, est venu après que nous ayons entamé, et je pense que Mme Chéri Balé est sur le plateau, que nous ayons entamé les discussions pour la création de la CAP Côte d'Ivoire. Et comme je vous l'ai dit, c'est-à-dire que la force d'un homme ou d'une femme, c'est de pouvoir tenir parole et tenir ses engagements. Je ne veux pas dire qu'en allant à la CAP Côte d'Ivoire auprès de Mme Simone Veil Gbagbo, à laquelle j'avais travaillé au niveau du CNRD, j'ai pris, disons, fait et cause dans, disons, la divergence de vues qui existe aujourd'hui entre eux au niveau politique. J'ai été appelé en premier par rapport à la CAPSI, et quand l'appel de Benoît est intervenu, j'ai été reçu par le ministre Dano Djedje, mon aîné, à qui j'ai expliqué ma disponibilité, mais sous réserve d'avoir les éléments de décision. Mais ces éléments de décision, malheureusement, ne sont jamais venus. Et je me suis de plus en plus engagé au niveau de la CAP. Et je pense que c'est une complémentarité qui devrait apporter à la Côte d'Ivoire, disons, un engagement et un combat fondé sur les valeurs de ces deux personnalités, qui sont pour moi des personnalités clés de la lutte pour la démocratie dans ce pays-là, et qui, même aujourd'hui divergentes sur le plan de l'appartenance politique, n'en demeurent pas moins des éléments clés de notre engagement et de notre combat. Merci, Monsieur le ministre. Chéri Balé. Oui, merci beaucoup. Moi, j'ai 4 préoccupations par rapport à la rencontre entre CAP Côte d'Ivoire et le RHDP. Voilà. Je me souviens qu'en 2022, lorsque le 5e dialogue politique a été mené, il y a des formations politiques et des organisations de la société civile qui avaient été exclues de ce dialogue-là
et Mme Simone Eivé, qui est votre porte-parole, avaient pris l'engagement, l'initiative plutôt, de réunir tous ceux qui n'avaient pas été conviés au 5e dialogue pour mettre ensemble leurs propositions afin de quand même les faire valoir en marge du dialogue qui se tenait. Et aujourd'hui, je constate qu'il y a un dialogue qui est ouvert entre Cap Côte d'Ivoire et le RHDP sans que Cap Côte d'Ivoire n'exige qu'il n'y ait pas d'exclusion, puisque normalement, le dialogue que nous attendons tous, c'est le dialogue qui réunit toute l'opposition, qui réunit la majorité de la société civile, pour que cela soit vraiment inclusif et que les résultats qui en sortent puissent être assumés de tous. Donc, j'aimerais savoir si Cap Côte d'Ivoire prévoit exiger que véritablement ce dialogue-là ne soit pas limité à lui seul, mais que cela puisse s'ouvrir à tous les acteurs politiques. Il y a aussi le calendrier des échanges entre Cap Côte d'Ivoire et le RHDP qui a été rendu public. Et dans ce calendrier, j'ai vu que le comité technique qui va être mis sur pied va discuter des objectifs, mais aussi de ceux qui vont participer au dialogue. Donc, je me demandais si ce n'est pas trop réducteur que de vouloir à deux entités politiques, à elles seules, discuter sur un dialogue qui est censé être national. Et est-ce que c'est vraiment à vous de proposer ceux qui vont participer à ce dialogue? Est-ce que les acteurs politiques actifs de la scène ne s'imposent-ils pas à ce dialogue? L'autre chose, c'est par rapport... On va d'abord répondre à ces points et puis revenir pour la suite. Allez-y, monsieur le ministre. Mais je suis très heureux, madame, de me retrouver sur le même plateau que vous et je voudrais profiter de cette occasion pour saluer votre engagement au service de la société civile. La société civile, d'ailleurs, que nous avons rencontrée au lendemain de notre rencontre avec le RHDP, en indiquant, bien sûr, lors de cette rencontre avec le RHDP, qu'il était souhaitable que déjà les premiers échanges soient élargis à la société civile. Je pense donc que vous avez été certainement au courant. Si. Et j'apprécie bien aussi les deux mots que vous employez, un dialogue politique et le dialogue politique. Et je pense que c'est l'avantage de se retrouver avec des sachants sur un plateau, de se retrouver avec des personnes qui savent faire le distinguo, même dans les articles. Il y a effectivement un dialogue entre le RHDP et CAPSI. Et vous avez précisé tout à l'heure que dans le calendrier, il est précisé des objectifs et des participants. Notre objectif in fine, c'est de faire en sorte que toutes les forces politiques, toutes les forces vives de ce pays-là puissent s'asseoir autour d'une même table pour s'engager sur un terrain qui puisse nous permettre d'avoir des élections apaisées, des élections crédibles, des élections véritablement républicaines. De telle sorte que l'exclusion que nous avons condamnée en matière d'élection présidentielle, nous ne pouvons pas la mettre en œuvre au niveau d'un dialogue. Quel est l'intérêt, par exemple, d'un parti ou d'un groupement comme Cap Côte d'Ivoire qui promeut des valeurs? Quel est l'intérêt de se retrouver en train de discuter avec le RHDP ou même avec le pouvoir sans les autres entités politiques? Dans la mesure où nous sommes deux entités privées. Si nous sommes deux entités privées pour discuter, ce que nous allons dire ne peut pas engager l'État de Côte d'Ivoire. Donc, il faut considérer cela comme une approche parce que l'objectif initial de notre courrier au RHDP, il est identique à celui que nous avons eu en écrivant aux religieux, en écrivant aux chancelleries, en écrivant, disons, à la société, en discutant à la société civile, telles que des organisations syndicales, par exemple. Et, in fine, nous devons arriver à faire en sorte que nous mobilisons aussi bien la société civile que les acteurs politiques pour obtenir du gouvernement le dialogue politique en question. Et le RHDP est un des acteurs que nous voulons mobiliser pour nous aider à obtenir le dialogue politique. Et pour cela, nous sommes allés le rencontrer. Cela a duré entre le premier courrier, leur accord, le report,
le courrier qu'il nous a envoyé pour nous demander d'aller participer, notre calendrier qui était incompatible avec la date qui était proposée, jusqu'à ce qu'on ait cette rencontre que nous venons d'avoir. Donc, sachez que engager en Côte d'Ivoire le dialogue politique avec des exclusions ne peut aboutir à rien du tout, honnêtement. Ça ne va faire qu'envenimer les problèmes davantage, alors que notre objectif, nous, c'est d'aplanir le terrain, d'assainir l'ensemble du climat social et du climat politique pour que nous ayons des élections vraiment apaisées qui puissent nous permettre, comme nous l'avons toujours dit, au soir du 25 octobre ou au soir du deuxième tour, qui puissent nous permettre donc d'avoir, pour une fois, l'ensemble des vainqueurs qui félicitent, l'ensemble des vaincus qui félicitent le vainqueur et que la Côte d'Ivoire parte d'un bon pied. Nous avons parlé parfois des qualités de la Côte d'Ivoire, les qualités athlétiques et sportives. Ça ne dépend pas d'un gouvernement, ça dépend des athlètes et du peuple ivoirien. Vous voyez nos jeunes qui partent en Chine pour gagner des prix de mathématiques, nos jeunes qui partent dans des endroits pour gagner. Nous devons leur offrir de pouvoir rentrer dans leur pays et de s'y installer, d'y exercer ce qu'ils veulent dans un climat de paix. Sur 5 ans, sur un quinquennat en Côte d'Ivoire, vous avez les 2 premières années qui sont des années de frayeur parce qu'enfin on vient de sortir des élections et les situations sont difficiles. Et puis après, la dernière année du quinquennat, tout le monde a peur, personne ne veut investir. C'est comme, on dirait, IMO, tout le monde est immobilisé. Aujourd'hui, vous demandez à un partenaire économique de venir, il va dire non, chez vous, attendez que les élections finissent. Quand les élections vont finir, il va vous dire, attendez que les violences cessent un peu avant que je puisse venir. Donc, sur 5 ans, les acteurs ne travaillent en réalité que par exemple 2 ans de façon pleine. Et c'est cela que nous devons éviter. Quand on parle des performances économiques d'un pays, c'est bien sûr un gouvernement, mais c'est d'abord à 95% le peuple de ce pays qui est un travailleur. Je ne vois pas des ministres dans les plantations de l'ouest ou de l'est de la Côte d'Ivoire. Je ne vois pas des ministres sous les plans d'Anacard. Je ne vois pas des ministres... Je vois un peuple travailleur à qui nous devons offrir, vaille que vaille, la récompense de ce qu'il nous donne, c'est-à-dire la paix. Et un modèle démocratique qui puisse lui permettre, lui, de travailler en paix. Bien, merci. Gaël Lagba. Monsieur le Président, oui. Est-ce que la rencontre avec le RHDP n'était pas seulement de l'affichage? Parce que on parle d'un dialogue politique. Le dialogue politique, on a vu les différentes phases jusqu'à la phase 5. C'était un dialogue où il y avait des partis politiques, l'opposition, parti au pouvoir, la société civile et plus élargie. Mais vous, compte courant contre la pensée de ce que le président Pascal Affi-N'Guessan a dit officiellement et du vice-président aussi du PDCI, Georges Ezalé, ils ont dit qu'ils n'iraient pas à ce dialogue-là. Et le même jour, ils étaient en train de présenter officiellement leur mouvement avec les organes du Front commun avec le PPACI. Vous savez, depuis que la CAP Côte d'Ivoire a été mise sur pied, elle a suscité l'espoir dans le cœur de beaucoup d'Ivoiriens, de militants, notamment de vos partis politiques et des partis politiques de tous ceux qui sont dans cette CAP-là. Quand vous vous affichez comme ça, est-ce que ça ne fait pas penser au fait qu'il y a une certaine division, une fracture, ou bien même est-ce que la rupture n'est pas prévisible? Est-ce que cela n'affaiblit même pas la position de CAP aujourd'hui? Et puis je vais chuter pour vous poser une question directe. La CAP envisage-t-elle de participer à l'élection présidentielle de 2025? Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a 2 courants qui sont en train de se dessiner. Il y a d'autres qui sont un peu plus radicaux, et puis il y en a qui sont un peu plus flexibles. Je vais dire ceux qui sont restés qui ont reçu le RHDP. Et je complète pour dire, le lendemain de la rencontre, on a vu que le PDCI, le FPI et les autres se sont retrouvés chez la première dame Simone Gbagbo. Vous avez eu à vous entretenir, ce qui est encourageable. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment s'est passée cette rencontre-là? Quelle a été l'atmosphère? Est-ce que tout se passe bien au niveau de la CAP pour rassurer tous ceux qui croient en vous? Écoutez, ça fait beaucoup de questions en une seule. Et donc, avec le risque d'oubli... je pourrais vous rappeler. D'accord, s'il vous plaît. Je vais commencer par les derniers mots que vous avez utilisés, des radicaux et des flexibles.
Au sein de la CAP, il n'y a pas de radicaux, il n'y a pas de flexibles. Nous avons fixé un cap, nous avons fixé un objectif, assainir l'environnement électoral en Côte d'Ivoire et permettre d'avoir des élections apaisées. Il n'y a pas un seul membre de la CAP aujourd'hui qui conteste cela. C'est la même chose au niveau de Trop c'est trop. Quand vous regardez les objectifs du mouvement Trop c'est trop, vous avez exactement ce que la CAP a dit aussi. Donc c'est heureux de constater que l'opposition parle de la même chose. Dans la faisabilité? Oui, maintenant, dans la faisabilité, merci d'avoir déjà constaté que Cap Côte d'Ivoire avait été un espoir, pendant que certains disaient que c'était des pieds nickelés, c'était des petites formations politiques. Ce n'est pas ça. En politique, les gens doivent savoir que dans la vie sociale, dans la vie politique, il y a 3 formes de mobilisation. Il y a la mobilisation populaire que peuvent avoir certains partis politiques. Il y a la mobilisation financière que peuvent avoir certains cadres à l'intérieur des partis politiques pour permettre de mettre en œuvre les meetings. Mais il y a la mobilisation par les idées, par la qualité des idées. Donc, à l'intérieur de cette formation, vous avez tout ça. Vous avez ceux qui peuvent nous apporter la mobilisation populaire, ceux qui peuvent apporter le soutien matériel par la mise en commun de nos ressources pour pouvoir, disons, réaliser nos activités. Et la CAP, vous avez posé la question de savoir, est-ce qu'elle envisage d'aller aux élections? Ça, c'est vers la fin. C'est une question qui pose le problème de la compréhension de la CAP elle-même. La CAP n'est pas une plateforme idéologique ni électorale. La CAP s'est engagée à faire en sorte qu'elle puisse mener le combat d'élections crédibles et d'élections transparentes en Côte d'Ivoire. Donc, si le gouvernement nous avait écoutés depuis 2024 et que nous avions déjà tracé les lignes du dialogue politique, que nous avions convenu d'un accord minimum pour pouvoir avoir des élections transparentes, peut-être que la CAP aurait cessé d'exister et que les partis politiques qui bénéficient de leur autonomie d'action décident de façon indépendante, de façon responsable de savoir s'ils vont ou non à des élections. Et rien ne vous dit que tous les partis politiques membres de la CAP vont soutenir des candidats ou le candidat qui sera à l'intérieur de la CAP. Aujourd'hui, vous avez à l'intérieur de la CAP le Premier ministre Pascal Affi N'Guessa. Vous avez aussi, qu'on appelle la présidente Simone Veil Gbagbo, et vous avez le président, le ministre Thiam. Mais les 3 déclarent leur intention de candidater pour l'élection présidentielle. Non, lui n'est pas candidat. Ah, lui n'est pas Il n'a pas annoncé de candidature. À partir de ce moment-là, est-ce que la CAP va se mettre à dire il faut qu'on choisisse, il faut qu'on demande à 2 de se retirer au profit d'un seul? Non, je vais vous mettre à l'aise, monsieur le ministre. Oui, je vais vous mettre à l'aise. Enfin, pour vous mettre tout le monde à l'aise. Oui. Aujourd'hui, on est à 3 mois des élections. Oui. Les revendications qui ont été faites sont peut-être autour de 8. Oui. Depuis plus d'1 an que vous avez porté ces revendications-là, pour l'instant, on va dire rien n'a pu être satisfait. Oui. On est à 3 mois des élections. En octobre, est-ce que vous irez, malgré ce fait-là, aux élections, ou bien est-ce que vous allez vous abstenir? Non, on ne peut pas, je ne peux pas ici. D'abord, je ne suis pas représentant de la CAP, contrairement à ce qu'il a dit tout à l'heure. Je suis venu en tant que... Vous êtes membre de la CAP, c'est ce qui a été dit. Ok, d'accord. Mais on ne peut pas aujourd'hui dire que nous prenons l'engagement en tant que CAP d'avoir une position commune sur la question de la participation ou non à des élections. Maintenant, vous me dites, ça fait 1 an que nous nous battons. Effectivement, ça fait 1 an que nous nous battons pour ça. Nous sommes à 3 mois des élections. Les combats qui sont perdus, c'est ceux qui n'ont jamais été engagés. Le combat qui n'est pas engagé est déjà perdu. Donc, nous continuons de croire qu'en 3 mois, les réformes les plus importantes qui peuvent nous permettre d'aller à des élections transparentes peuvent être obtenues. En respectant les délais constitutionnels? Oui, les élections auront lieu dans 3 mois. Si dans 2 semaines, on convient de dire qu'il faut assainir le climat politique, il faut assainir l'environnement politique, et il faut mettre en œuvre ce que nous aurons décidé, qu'est-ce qui empêcherait de faire ça? Maintenant, l'expression de la volonté politique ou l'absence de cette volonté politique n'est pas du fait de la CAP. Non, ça c'est sûr. Bon, donc, nous continuons, nous, de nous engager, de nous battre, parce que nous croyons en un idéal démocratique. En fait, il s'agit de la pertinence
du caractère réaliste des revendications par rapport au délai constitutionnel de l'élection. Quand on dit, par exemple, on souhaite une réforme de la CEI, est-ce que c'est possible 3 mois avant les élections? Aussi, quand on parle, par exemple, de la liste RLE, électorale. est-ce que c'est possible avant les élections si on veut respecter les délais constitutionnels? Mais je vous répondrai toujours comme j'ai répondu à d'autres. Ça a été demandé depuis plus d'1 an. Donc, il y a 1 an, ça aurait été possible. Voilà. Et donc, nous continuons de croire que notre demande-là, elle date de 1 an et que nous nous battons pour que nous puissions obtenir gain de cause. Maintenant, je dis, en cas d'échec, ce que nous allons faire, c'est de prendre le peuple à témoin. Parce qu'au final, ce qui décide, c'est le peuple. En faisant quoi? En lui demandant simplement de constater que dans ce pays, il y a des personnes qui aiment la paix, il y en a qui n'aiment pas la paix. Bon, moi, je voudrais... Eric Bayala. Oui, je voudrais poser une autre question. Je pense que, comme vous l'avez dit, mes co-débatteurs ici ont brossé la question, vous êtes revenu là-dessus. Mais en même temps, je voudrais que vous soyez un peu plus précis. C'est-à-dire qu'il y a 1 semaine, il y a eu la rencontre du RHDP et de la CAP, rencontre à laquelle vous avez participé. Il y a eu 2 gros absents, le PDCI RDA, qui est le coordinateur de la CAP, et le Premier ministre Pascal Affi-N'Guessan. Malgré ces 2 défections, la rencontre s'est tenue. Et vous savez bien que le Front populaire ivoirien et le PDCI sont des partis qui comptent dans le landerneau politique ivoirien. Leur absence à ces débats n'ont pas-ils lessivé le poids de la CAP? Est-ce que cela va donner de la consistance à ce qui va en ressortir? Parce que, comme vous l'avez dit, il n'est pas question que les entités prises individuellement mènent le combat, l'union faisant la force, mais en même temps, les réponses ou les résolutions qui vont sortir de ces discussions-là doivent être endossées par l'ensemble des partis membres de la CAP. Si certains considérés comme des gros morceaux ont fait défection, est-ce que les résultats obtenus seront endossés, notamment par le PDCI-RDA et le Front populaire ivoirien? Bon, je pense que... Est-ce que nous avons la même lecture de la démarche? Expliquez-le à nous, alors. Merci beaucoup. Vous savez, je vais juste une anecdote. Lorsque nous nous sommes retrouvés dans le gouvernement de réconciliation nationale après Marcoussi, beaucoup de ministères se sont étendus pour dire oui, le président Laurent Gbagbo nous empêche de nommer nos DAF, nous empêche de nommer ceci. Mais un DAF là, ce n'est pas votre copain professeur d'université que vous venez installer pour dire il est mon DAF. Ce n'est pas votre cousin instituteur du village que vous venez installer pour dire qu'il est mon DAF. En raison de l'unicité de la caisse de l'État, c'est le ministère de l'économie et des finances qui détache un fonctionnaire administrateur des services financiers qui vient travailler dans un cabinet du ministre. Il n'y a pas autre manière de le faire. Et pour le faire, il y a des étapes à franchir. Il y a le dossier de la personne, il y a la présentation de la personne, il y a un conseil restreint auprès du Premier ministre pour toute nomination pour voir est-ce que le poste existe. Est-ce que la personne a le profil pour l'exercer ce poste-là? Est-ce que la personne a l'éthique nécessaire pour l'exercer? Donc, à ce conseil, il y a le ministre de la Justice, il y a le ministre des Finances, il y a d'autres ministères qui sont présents. Ce n'est pas à la CAP d'endosser les résultats de ces pourparlers avec le RDR, avec le RHDP. C'est à l'État dont le sceau est le seul valable de dire « je suis prêt à discuter avec vous et dans les discussions, voilà ce que je peux concéder ». Donc, quand vous me dites, bon, est-ce que le PDCI va endosser? Est-ce que nous cherchons quoi? Nous cherchons des conditions d'élection transparentes. Si nous réussissons à les obtenir tous ensemble, alors c'est une très bonne chose. Si, par le canal de notre échange avec le RHDP, le gouvernement accepte de s'asseoir avec nous pour discuter de ces questions-là, tout le monde sera présent. Le PDCI et le FPI ont peut-être estimé que, en raison des délais, en raison du fait que le RHDP n'est qu'un parti politique et n'est pas le gouvernement, ils ne viendront pas à cette discussion. Mais s'ils ne viennent pas à la discussion, que nous obtenons quelque chose, qu'est-ce que cela fait de mal à la cohésion en Côte d'Ivoire? Vous savez, j'ai vécu un pays sénoufo. Il y a un proverbe qui vous dit, vous avez la main fermée. Quelqu'un vous dit, je vais voir ce qui est dans ta main. Mais vous, par peur
de savoir qu'ils vous prennent quelque chose, parce que vous avez peut-être un lingot d'or, vous ne voulez pas ouvrir la main. Moi, le Sénoufo vous dit, ouvrez votre main. Si, mais tenez-la un peu à distance. S'il veut prélever ce que vous avez dans la main, vous la fermez. Parce que la capacité à fermer votre main est beaucoup plus rapide que la capacité de prendre quelque chose dedans. Nous estimons que si aujourd'hui, la rencontre, si nous avons 8 points à discuter, que les échanges avec le RHDP permettent au gouvernement de nous en accorder 5, et que par la suite, par d'autres voies, nous obtenons les 3 autres qui restent, nous avons obtenu les 8 points. Ne pensez pas que nous sommes, disons, naïfs au point de croire que le fait d'avoir rencontré aujourd'hui le RHDP règle tous nos problèmes. Non, monsieur le ministre. Bien, merci. S'il vous plaît. Monsieur le ministre, on reviendra juste après, c'est la réclame publicitaire. Voilà, nous sommes de retour de la pub. Avant la pub, Eric Bayela, vous aviez la parole, allez-y. Oui, monsieur le ministre, tout à l'heure, dans vos propos introductifs, en répondant à la série de questions que M. Gaël vous a posées, vous avez dit que, en termes d'objectifs, en termes de revendications, trop c'est trop. Et j'allais dire, au niveau de la CAPSI également, il y a une parfaite similitude entre les différentes revendications. Mais est-ce que dans cet esprit de cohésion, d'unité nationale dont vous avez parlé, ce ne serait pas beau, ce ne serait pas un appel de phare qu'on pourrait voir quand on voit que toute l'opposition, notamment la CAPSI et le PPACI et le Front commun, se mettent ensemble pour porter d'une seule voix et d'une même voix les mêmes revendications, puisque ce sont les mêmes. Est-ce que chaque entité se retrouve pour parler de la même revendication ne serait pas grignotée encore sur le temps? Parce que le temps qu'on met pour discuter avec le Front commun, des mêmes questions, qu'on prend encore le même temps pour en discuter avec CAPSI, vous voyez que c'est une perte de temps. Or, si toutes ces entités-là sont ensemble et qu'il y a un dialogue rapide et franc avec non seulement le gouvernement et le RHDP, certainement, on aurait une économie de temps. Donc, fondamentalement, qu'est-ce qui empêche donc cette unicité d'action? Bon, vous savez que c'est des acteurs politiques. Il y a des appels qui ont été lancés, après que d'autres choses aient été entamées. L'idéal aurait été que nous puissions être ensemble. Mais si nous parlons de la même chose, celui à qui nous nous adressons là, les institutions auxquelles nous nous adressons là, savent aujourd'hui qu'est-ce que le peuple ivoirien veut. Est-ce qu'ils ne le savent pas? Ils connaissent les aspirations du peuple ivoirien. C'est de leur porter ce message d'aspiration du peuple ivoirien. Qu'il soit porté assis côte à côte, ou bien qu'il soit porté lorsque nous sommes face à face, ils le savent. Aujourd'hui, le pouvoir en place à Abidjan, c'est ce que veut le PPACI, c'est ce que veut le PDCI, c'est ce que veut l'AIRD, c'est ce que veut le FPI, c'est ce que veut le COGEP, c'est ce que veut en principe tous ces partis d'opposition. Ils le savent. Dès lors qu'ils le savent, c'est l'essentiel, c'est-à-dire que dans un cas de gouvernance responsable, de gouvernance apaisée, il leur appartient d'en tenir compte. Je sais qu'il y a un idéal de voir, je me rappelle les images de 90, quand il y avait toute la gauche unie qui marchait avec les Ali Zaoudou, Laurent Gbagbo, le professeur, qu'on appelle le président Laurent Gbagbo, avant qu'il devienne président, Francis Vaudier. Je sais que ça a été des belles images que nous avons vécues. Mais on est passé à une autre époque, on est passé à une autre étape. Peut-être demain matin même, il ne serait même pas possible à ces personnalités, vu l'âge, d'aller marcher. Peut-être que ce sera leurs lieutenants qui vont marcher. Mais on aura une autre expression de la démocratie, on aura une autre expression de la volonté populaire. Je ne vois pas l'intérêt d'insister sur ça. Nous sommes devant une situation qui est déjà faite. Oui, mais tout à l'heure, Mme Pulchéry l'indiquait, si on doit tenir dans le calendrier constitutionnel, avoir des rencontres en à-coups répétés avec différentes entités qui, en fait, revendiquent la même situation, est-ce que ce ne serait pas une économie de temps? Oui, mais nous n'avons pas demandé ça non plus, nous. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous avez des enfants qui vous disent, papa, moi, je vais manger, je vais déjeuner à midi. Vous êtes le père. Vous estimez qu'il y a un à qui vous allez donner à manger à 11h, vous allez donner un autre à manger à 14h, mais ça, c'est vous qui avez créé cette situation. Est-ce que vous avez aujourd'hui convoqué tous les partis politiques au dialogue politique et puis ils ont refusé de s'asseoir ensemble? Non, non, on ne parle pas de la même chose, monsieur le ministre. Oui, non, mais vous me dites, j'ai tout à fait bien compris. Non, mais votre réponse semble ne pas traduire la fidélité de ma question.
Bon, Parce que le problème... Vous pouvez me laisser terminer. Allez-y, s'il vous La plaît. fidélité de votre question, c'est de dire pourquoi nous sommes séparés pour revendiquer la même chose et que ça perd du temps. N'est-ce pas ce que vous avez dit? Tout à fait. Je vous dis que vos enfants souhaitent avoir un repas. Il y a un qui l'exprime de sa chambre, il y a un autre qui l'exprime du salon, il y a un qui l'exprime du jardin. Vous les appelez à table, vous les dites venez manger. Vous n'avez pas dit mais pourquoi vous n'avez pas exprimé ça tous au même moment? Donc vous n'avez pas fait. Ça, je veux dire que c'est des détails qui, de mon point de vue, ne peuvent pas acculer l'opposition. C'est des détails. Si le gouvernement avait répondu aux revendications de la CAP il y a un an, tous les partis politiques auraient été même autour de la table. Ah ouais. Donc, je ne veux pas qu'on laisse l'essentiel pour aller s'accrocher à des éléments de détail qui sont les éléments de manœuvre politicienne. Finalement, le constat est clair. Il y a oui, comme le vous constat, c'est que vous me donnez l'impression que la situation, le délai qui est arrivé, la responsabilité incombe à l'opposition. Non. Non, mais en fait, nous, en évoquant la question, c'est pour qu'on mette plus de chances. Merci, Eric Bayala, merci. On va prendre une prochaine question. Merci, monsieur le ministre. Monsieur Eric Bayala, prochaine question. Oui, merci beaucoup. Moi, je voulais intervenir sur l'invitation que Cap Côte d'Ivoire a adressée aux organisations de la société civile. Nous aussi avons été invités, mais on a été choqués par une chose. C'est que dans la lettre d'invitation, il a été indiqué que Cap Côte d'Ivoire a demandé l'autorisation du RHDP pour rencontrer la société civile. Vous savez certainement qu'il y a eu une ordonnance qui a été prise le 12 juin 2024 qui, après la ratification à l'Assemblée nationale le 10 mars, puis au Sénat le 23 avril, est devenue maintenant une loi. Et dans cette ordonnance, il est dit que la société civile ne doit avoir aucun lien avec un parti ou un groupement politique. C'est d'ailleurs pour cela que les organisations de la société civile qui avaient commencé à travailler avec CAP n'ont pas pu aller jusqu'au bout du processus. Donc, est-ce que vous trouvez normal que ce soit pas au gouvernement, mais que ce soit à un parti politique, fût-il le parti au pouvoir, de donner l'autorisation à un parti ou à un groupement politique pour rencontrer la société civile? C'est comme si on vous donnait l'autorisation de violer la loi. Je vais vous répondre à votre question. Allez-y. Merci, parce que en fait, tout ça, c'est parfois, peut-être pas vous spécialement, je veux dire que nous avons besoin de formation républicaine. Nous sommes en pourparlers avec une entité. Nous voulons appeler à ces pourparlers une troisième entité. Le minimum que nous devons en termes de courtoisie, c'est de prévenir l'entité A, pour lui dire que nous souhaitons adjoindre telle entité à nos discussions. C'est comme quelqu'un vous invite à un dîner, et puis bon, la personne attend une seule personne, vous venez avec toute la famille. La personne sera sur vous pouvez dire non, moi je vais venir avec 2 amis. C'est pour ça que nous avons prévenu le RHDP pour lui dire que nous souhaitons adjoindre la société civile. Deuxième élément, parce que cette même société civile, lorsque le dialogue aura été le dialogue politique, elle sera conviée à ce dialogue politique. Par le gouvernement. Par le gouvernement. Mais ce que nous cherchons, j'ai l'impression qu'on oublie que le moyen de transition en demandant au RHDP de nous aider à obtenir ce dialogue politique gêne les gens. Pourtant, nous avons demandé la même chose aux religieux. Le président Pascal Affi était à Yamoussoukro, c'est lui qui a rencontré les chefs traditionnels pour leur demander de plaider auprès du gouvernement, d'agir auprès du gouvernement, de faire toutes les pressions possibles pour que ce dialogue politique ait lieu. Nous disons, le RHDP doit nous aider à obtenir le dialogue politique. Donc, si ce dialogue politique est obtenu, le RHDP sera présent en tant que parti politique, parti prenant ce dialogue politique, l'AIRD sera présent, et puis les autres formations politiques habituées au dialogue politique seront présentes. J'ai l'impression qu'il y a un problème de compréhension dans la démarche que nous avons eue. Nous ne discutons pas avec le RHDP en tant que parti État. Nous discutons avec le RHDP pour lui dire que nous souhaitons que tu puisses nous aider à aller au dialogue politique. C'est une médiation. Voilà. Si la réponse du RHDP
avant son congrès, avait été validé, et que nous avions eu cette rencontre-là, il n'y aurait peut-être pas eu toutes ces discussions aujourd'hui. Parce qu'à cette époque-là, les contestations internes par rapport à ces dialogues, par rapport à cette rencontre de travail à l'RHDP, c'est une rencontre de travail à l'RHDP, n'aurait pas été aussi forte. C'est peut-être parce que l'évolution de la situation est allée vers des tensions, est allée vers une situation de désespoir que nous sommes là. Je vais aussi faire une remarque importante. Vous savez, lorsque des forces politiques démocratiques sont en face d'une situation de blocage et qu'elles ont en face d'elles un pouvoir qui est trop fort, vous savez ce qu'elles font? Elles se bouffent entre elles. Quelle que soit une autre situation, comme vous avez un adversaire qui est trop coriace, la tendance, c'est de faire en sorte, la tendance, c'est on observe que les alliés qui doivent combattre donc cette force politique trop coriace se taux-détruisent par des trahisons, par des accusations, par des gestes de tout part. Est-ce que c'est des gestes que nous constatons? Non. Et pendant notre période d'exil, nous avons tout fait pour faire attention à ça. Bien, monsieur le ministre, on va terminer sur ça en 30 secondes, parce qu'il nous reste moins de 10 minutes pour terminer. Merci. Allez-y, terminez rapidement. Nous avons fait attention à ce syndrome-là, qui est que, au lieu d'aller à la contradiction principale, on met l'accent sur les contradictions secondaires. Parce que la contradiction principale est trop forte à adresser. Donc, il faudrait qu'on évite ça pour dire que la CAP Côte d'Ivoire a rencontré le RHDP en tant que facilitateur du dialogue politique, comme nous avons rencontré les chefs traditionnels, comme nous avons rencontré la société civile, comme nous avons rencontré les syndicats, comme nous avons rencontré les chancelleries. Sur un plateau de télévision, quand on a été ministre pendant 4 ans, quand on a été conseiller du président de la République pendant 5 ans, qu'on a été en exil pendant 123 mois et qu'on a eu des négociations diplomatiques, on se garde de dire certaines choses. Bien. Donc, je suis parfois limité dans ce que je peux vous dire. Merci, monsieur le ministre. Et c'est aussi ça, excusez-moi, je termine par là, c'est cette expérience de la gestion de la chose publique qui fait de moi ce que je suis, pas supérieur à qui que ce soit, mais qui me donne d'avoir une démarche différente parfois. À la CAP Côte d'Ivoire, nous avons des jeunes qui sont enthousiastes, qui sont... Non, mais il y a la maîtrise de la démarche administrative. Merci, monsieur le ministre, merci. On a d'autres points à aborder. Oui. Alors, en Côte d'Ivoire, oui. nous savons tous, il y a des candidats qui sont exclus de la prochaine présidentielle, notamment Laurent Gbagbo, oui. Charles Blé Goudé, Tidjane Thiam et bien d'autres personnalités. Quelle lecture votre parti, l'AIRD, porte sur ces différentes exclusions? Mais pour ne même pas perdre le temps, si l'AIRD manque de la CAP Côte d'Ivoire, quand on demande donc que les élections soient des élections inclusives, c'est que nous n'acceptons pas cette exclusion. Malgré les condamnations. Certains. Les condamnations de qui, par exemple? Le président Laurent Gbagbo par la justice ivoirienne. Oui. On a Guillaume Soro également. Bon. Si je prends le cas du président Laurent Gbagbo, je pense que nous avons épuisé toutes les voies de recours au niveau de la justice. L'institution qui nous reste à régler ça, c'est le président de la République par rapport à un dialogue politique. Ce n'est pas que nous réclamons ce dialogue politique-là. Parce que si je veux refaire ce débat-là sur le plateau, je risque de garer les Ivoiriens dans des discussions et dans des positions difficiles. Voilà. Et il faut éviter d'oublier les passés récents de la Côte d'Ivoire. Ce passé récent qui est que la Côte d'Ivoire doit faire l'économie de ce qui a conduit ce pays à d'autres crises. Si vous me prenez le cas du président Thiam, la justice estime qu'au moment où il faisait son inscription sur la liste électorale, il n'était pas ivoirien. Elle lui dit maintenant qu'il est ivoirien en 2025. Si la CEI accepte de faire son travail qui consiste à faire donc, cette révision de liste électorale tous les ans, est-ce que ce problème n'est pas réglé? Si. Il n'y aurait même pas eu de débat là-dessus si la CEI accepte de faire son travail. Ça veut dire que sur des choses, sur un certain nombre de questions, il faut se garder de tomber dans le piège des arguments faciles. C'est de bonnes règles, c'est de bonne loi que le pouvoir puisse utiliser certaines argumentations pour éliminer des adversaires, mais c'est leur droit de se battre aussi pour rester dans la course. Et nous, en tant que démocrates,
En tant que partenaire de la démocratie, en tant que parti politique, notre responsabilité, c'est de faire en sorte que nous puissions être du côté de ceux qui défendent leurs droits. Bien. Gaël Lakba. Monsieur le ministre, votre trajectoire politique, marquée par plusieurs ruptures et repositionnements, n'interroge-t-elle pas votre constance politique? Et surtout, après 20 ans d'existence, quel est le véritable bilan de l'AIRD dans la politique ivoirienne aujourd'hui? Parce que la question que vous me posez est dangereuse. C'est-à-dire que je suis connu pour être quelqu'un de constant. Quel est mon parcours et qu'est-ce que vous avez vu qui n'a pas été? Vous avez fait le PDCI-RDA, vous avez fait l'UDPCI, vous avez été avec Laurent Gbagbo dans la LMP, après CNRD, AIRD, Cap Côte d'Ivoire. Alors, on peut appeler ça une trajectoire vraiment marquée de beaucoup d'événements. Donc, au vu de tout cela, quel est votre bilan au niveau de l'AIRD? Que peuvent penser les Ivoiriens de vous? Là, vous m'inquiétez. Non, il n'y a pas à être inquiet. Franchement, vous m'inquiétez. C'est le parcours d'un homme politique. Non, vous êtes un intervieweur dangereux. Parce que la lecture que vous faites justement de ce parcours-là, alors que c'est un parcours qui est clair, qui est un parcours de constance. Mais c'est votre point de vue. Non, justement, je réponds à votre question. Oui. J'ai le droit d'être différent, d'avoir un avis différent du vôtre. Donc vous avez le devoir de m'écouter. Tout le monde a été PDCI. Donc j'ai été PDCI comme tout le monde. Lorsque je me suis rentré en politique, je suis rentré en politique par l'UDPCI. Au passage, je voulais rendre vraiment un vibrant hommage à la mémoire du général Robert Guéhi, qui m'a fait confiance pour me proposer comme ministre dans son gouvernement. Après l'UDPCI, lorsqu'il y a eu la crise de 2002, on est parti à Marcoussis, on a créé ce qu'on appelle le G10, qui était donc un groupement de tous les partis politiques signataires des accords de Marcoussis afin d'en assurer le suivi. La remarque qui a été faite, c'est que des autorités d'une puissance étrangère pouvaient débarquer dans le pays, ne même pas saluer le président de la République, ne même pas saluer un ministre et aller se réunir à des partis politiques pour rentrer chez elles. J'estimais que c'était une insulte à mon pays. Et j'estimais que c'était une attitude qui était un soutien tacite à la rébellion. J'ai créé à l'intérieur de l'UDPCI, comme il a dit tout à l'heure, un courant qu'on appelle l'IRD-UDPCI. L'IRD-UDPCI s'est transformé en parti politique qui s'appelle l'AIRD, qui aura 20 ans en octobre 2026, et je suis resté constant dans mon combat. Ce constant de mon combat m'a permis de faire le CNRD. Le combat pour la défense. Pour la défense des institutions de la République. Et après le CNRD, je suis allé en exil, je suis revenu, je continue ce combat-là en étant toujours un homme de gauche. Mais comment on pouvait, sur un plateau, dire que j'ai une trajectoire... Qu'est-ce que j'ai dit au niveau de la trajectoire? Non. Je vous ai donné l'occasion de pouvoir expliquer. Merci. Nous allons passer à la prochaine question. Éric Bayala, allez-y. Monsieur le ministre, moi, ne voyez pas des intervieweurs dangereux sur ce plateau. C'est juste... voilà, c'est juste... C'est la trajectoire qu'il faut expliquer aux Ivoiriens. Non, mais je vais expliquer. Oui. J'étais constant. Je suis un homme de constance et un homme de conviction. D'accord. Et si vous m'enlevez ça, vous m'avez enlevé 25 ans de combat politique. Bien. Prochaine question, allez-y. Oui, depuis 2006, vous créez l'AIRD. Oui. En 2009, 3 ans après, le premier congrès s'est tenu. Vous êtes élu président de l'AIRD. Oui. Et de 2009 jusqu'à aujourd'hui, les consultations que j'ai pu faire, les notes que j'ai pu prendre ça et là, n'ont pas encore renouvelé un autre congrès. Donc, ça fait de 2009 jusqu'en 2025. Vous êtes encore président de l'AIRD. Nous avons fait en temps deux conventions. Je suis en train de citer ici les congrès. Non, mais vous qui sont les instances suprêmes des partis politiques. Oui, mais vous selon les statuts de l'AIRD. Les statuts de l'AIRD, les conventions... disent que le congrès est l'organe suprême qui élit le président du parti. Et depuis le premier congrès, il n'y a pas encore eu de congrès. Il n'est pas encore dit, il n'y a pas encore eu de rassemblement ou de convention. Je dis bien congrès. J'ai bien entendu votre mot. J'ai bien entendu vous parler de congrès. Oui. Entre deux congrès qui ne peuvent se tenir, la convention peut remplacer le congrès chez nous dans les thèses de l'AIRD. Nous avons fait 2 conventions parce que 10 ans d'exil pour l'ensemble de nos cadres ne nous ont pas permis de faire un congrès. Parce que quand vous voulez décrire une situation, il faut la décrire par rapport à l'environnement dans lequel cela se déroule. Nous avons fait 2009 un congrès. En 2011, il y a eu la crise, tout le monde est parti. Ils sont revenus donc en 2021. Nous avons donc notre 20e anniversaire qui va se dérouler en 2026. Nous aurons donc l'occasion de faire un congrès.
et nous souhaitons que vous veniez à ce congrès. Oui, et si nous allons lancer aussi une contribution Merci, financière pour la tenue de ce congrès. J'espère que vous allez donc nous Monsieur Rugbali, allez-y. pour que le congrès se question. réalise. Merci beaucoup. Moi, je fais partie de ceux qui, à 3 mois de l'élection présidentielle, n'a plus confiance en un quelconque dialogue. Oui. Étant entendu que tout ce qu'il fallait faire pour qu'il y ait des élections apaisées ne peuvent plus, selon moi, se faire en 3 mois si on doit respecter les délais constitutionnels. Donc, est-ce que ce dialogue qui est entamé entre Cap Côte d'Ivoire et le RHDP n'est pas une façon de ruser encore pour gagner du temps, non seulement en divisant davantage l'opposition, puisqu'on dialogue avec une partie, mais en faisant croire à des choses qu'on ne ferait pas vraiment. Donc, si finalement ce dialogue-là, on espère qu'il sera porteur, mais si finalement il échoue, qu'est-ce que Cap Côte d'Ivoire compte faire? OK. Merci pour votre question. 3 mois des élections, vous ne croyez pas dans le dialogue? Oui, Okay. si on doit respecter les délais constitutionnels. Non, supposez que le dialogue n'ait pas lieu. Qu'est-ce que les autres devraient faire que le dialogue les empêche de faire? Je veux dire que nous tentons une expérience. Nous tentons quelque chose. La main fermée. Fais voir ta main, j'ouvre. Si tu veux prendre, je la referme. Mais nous n'avons pas empêché une quelconque organisation d'engager des actions qu'elle estime utiles pour aboutir au changement que nous souhaitons tous. Non, le problème, c'est que maintenant, vous dites quand que c'est on un dialogue... écrit, Oui. le même RHDP qui vous reçoit là, quand d'autres entités leur écrivent, ils ne répondent pas. Donc, est-ce qu'il y a vraiment la volonté de mener un dialogue constructif? Mais je vous ai dit sur ce plateau que je ne sens pas, moi, la volonté Sinon, politique. tout le monde a demandé. Hein. Oui, mais je dis que je ne sens pas la volonté politique d'un dialogue. Bien. Maintenant, est-ce que la discussion avec la CAPSI peut permettre d'intégrer toutes les autres forces? C'est notre espoir. D'accord. On Bien. n'a pas besoin Monsieur le ministre, vous allez terminer d'espérer rapidement, pour 30 secondes. entreprendre 30 secondes pour terminer, allez-y. ni de réussir pour persévérer. Peut-être que l'espoir est maigre, mais nous allons le tenter. Nous allons le tenter et nous disons que les autres en face doivent savoir que nous faisons notre tout pour que nous puissions arriver à une situation d'alternance pacifique, qui est l'objectif de la création de la CAP Côte d'Ivoire. Le reste ne sera pas de notre responsabilité. Bien, ce sera la dernière question. Malheureusement, nous sommes au terme de cette partie. Est-ce que vous êtes candidat à la présidentielle? Si oui, qu'est-ce qui fonde votre candidature? Sinon également, pourquoi avez-vous décidé de ne pas aller à cette présidentielle aussi importante pour la Côte d'Ivoire? D'abord, quand on rentre d'une absence du pays... on répondra en 1 minute maximum. Oui, sur une longue période, là, avant de s'engager dans une élection présidentielle, il faut peser certaines choses. Deuxième élément, c'est que le combat que nous avons engagé, c'est un combat pour des réformes institutionnelles qui puissent nous permettre d'arriver à des élections transparentes. Je ne pense pas avoir tenu gain de cause sur ces éléments-là. Ce qui ne veut pas dire que ceux qui participent donc à des élections, ceux qui sont candidats pour les élections présidentielles sont, disons, à blâmer. Je ne dis pas ça. Moi, dans mon réalisme, je pense que je ne suis pas suffisamment préparé pour aller à une élection présidentielle. Je peux, juste par souci d'affichage, dire je suis candidat, mais j'ai beaucoup de respect pour le peuple de Côte d'Ivoire pour pouvoir ruser avec lui. Madame a dit tout à l'heure, est-ce que ça ne sera pas un phénomène d'affichage? Nous l'avons déjà dit, nous espérons que la rencontre entre CAPSI et le RHDP ne sera pas de l'affichage pour gagner du temps. Donc nous ne sommes pas si naïfs sur ce point-là, mais à réfléchir, s'il y a une autre alternative qui nous est proposée et que nous estimons que cette alternative peut faire avancer la cause de la paix et des élections transparentes et inclusives, nous allons nous y inscrire résolument. Il y a d'autres questions? Bien, merci. C'est l'heure du carton rouge. Voilà, nous sommes dans le carton rouge, le premier carton de cette semaine avec Gaël Lakba. Alors, je reviens sur ce carton que j'avais déjà fait, je crois, la semaine dernière, sur le sort des enseignants du privé. Vraiment. Qui sont vraiment dans une situation de misère. Ça fait des années que ces enseignants-là se battent
ils ont des syndicats, ils ont des revendications, mais malheureusement, le ministère ne prend aucune décision. Vous imaginez des enseignants, je crois le ministère de l'enseignement, le privé prend plus de 70%, de 60 à 70% de ces enfants-là qui sont formés par des gens du privé. Vous trouvez des enseignants du privé sur la place qui, par mois, ne peuvent même pas avoir le SMIC, souvent. Il suffit que le ministère s'intéresse vraiment à la question, que le ministère mette la pression à des fondateurs véreux qui ne payent pas les enseignants. Et vous savez aussi qu'en période de vacances, ils n'ont aucun salaire et tout ça. Il faut vraiment que le ministère se pointe sur cette question-là pour réguler ce secteur-là, parce que ce sont eux qui forment nos enfants. Quand il y a des problèmes, on trouve à parler, mais ces personnes qui les forment là, il faut que ces personnes-là soient dans les conditions. Donc, carton rouge encore au ministère et qu'on cherche à trouver une solution pour ces personnes. Chérif, les cartons rouges. Oui, merci. Mon carton rouge s'adresse à un corps, celui des sages-femmes. Je ne dis pas que ce sont toutes, je ne sais pas comment les formations sont faites depuis un certain temps, mais on constate que la plupart des enfants, depuis un certain temps, souffrent d'hernie ombilicale. Et cela est dû au fait qu'on coupe mal le cordon ombilical. Donc, c'est comme si les sages-femmes étaient devenues des distributrices d'hernie ombilicale, et c'est vraiment un mal qui fait beaucoup souffrir les enfants, et les parents n'ont pas toujours les moyens pour pouvoir financer les interventions chirurgicales qu'on aurait pu éviter si, à la base, cette pratique-là était bien faite. Donc, je ne sais pas s'il faut un recyclage, mais en tout cas, carton rouge aux sages-femmes. Bien. Eric Bayala, carton rouge. Ah oui, mon carton rouge, c'est un élément complémentaire à l'adresse de Gaël Lakpa, mais cette fois-ci à l'endroit des fondateurs. C'est vrai, on a fini les examens à grand tirage. Le ministère en charge des questions d'éducation nationale a commencé déjà à lancer les orientations dans les écoles et les collèges privés, collèges et lycées privés. Mais ce qu'on constate, c'est qu'au fil des ans, la scolarité dans ces établissements privés augmente. C'est-à-dire que si vous avez une scolarité de 100 000 francs cette année, l'année prochaine, attendez-vous à une scolarité de 120 000. Malgré que la scolarité augmente, on trouve encore des enseignants qui sont encore dans des positions de misère. Et donc, je pense qu'il faut qu'à ce niveau-là, quelque chose soit fait pour qu'on ait vraiment une scolarité qui soit au moins respectée pour permettre à chaque parent d'adresser les années, en fait, j'allais dire la rentrée scolaire avec beaucoup de sérénité. Bien. Monsieur le ministre, votre carton rouge, votre coup de gueule? Mon carton rouge, vous voulez que je l'adresse à l'intervieweur des jeunes? Ça dépend de vous. Non, tout dépendra de vous. Je veux juste chahuter mon voisin. Mon carton rouge, c'est une question plus sérieuse, la question sécuritaire dans nos zones rurales avec la prolifération des camps de Dozo. Alors que lorsque nous étions partis au dialogue politique, il avait été clairement indiqué que cette question devait être adressée. Parler de ça sur un plateau de télévision est un risque majeur parce qu'on peut vous considérer comme les anti-Dozo et par ricochet, les anti-nordistes. Non. Je répète chaque fois que j'ai vécu au Nord l'essentiel de ma vie de jeunesse. Du CP1 jusqu'en terminale, j'ai été à Bundiali et à Korogo. J'ai même porté les habits de Dozo quand j'y étais, j'ai cueilli des mangues, j'ai su traiter de Senoué grâce à ma proximité avec le docteur Issa Koulibaly, Malik et toute la famille Gon. Mais cet élément culturel qui fait la fierté de cette zone et qui est basé sur l'éthique et la probité, sur la défense des plus faibles et sur l'apport de la provision à la famille par la chasse, est aujourd'hui utilisé à des desseins pour des causes politiciennes. Et malheureusement, cela grippe un peu les rapports entre les différentes communautés au niveau donc, des zones forestières où des gens qui habituellement n'ont pas ces zones comme espace d'expression de leur culture s'y installent avec la complicité d'acteurs politiques et disposent d'armes au moment où on entend engager la lutte contre les armes légères à la veille de ces élections. Je pense que le port de fusil, le port de l'arme est réglementé dans ce pays-là. Nous l'avons dit avec insistance au niveau donc, du dialogue politique. Une réponse était prévue à ces questions-là.
Malheureusement, nous avons bien peur que ça puisse être un moyen encore de pression sur les populations et de les tenir en joue par rapport à cette élection. Bien sûr, nos frères de la confrérie de Zo sont les bienvenus à l'ouest de la Côte d'Ivoire, sont les bienvenus à l'est, sont les bienvenus au nord et au sud, mais nous souhaitons que cela soit respectueux de l'environnement républicain et des valeurs républicaines que nous défendons tous. Merci, Monsieur le ministre. Place maintenant aux chiffres du jour. Le chiffre du jour, c'est 6500 dans le cadre de la mise en œuvre du programme jeunesse du gouvernement PJGOUF 2023-2025. 6500 jeunes ont été mobilisés par le gouvernement ivoirien pour être des ambassadeurs de la paix au sein des communautés. Le lancement officiel a eu lieu ce lundi à Abidjan. Cette première étape concerne le district d'Abidjan et 17 régions du pays pour une durée de 6 mois. Éric Bayala, réaction. Je pense que c'est une initiative à saluer, une initiative à véritablement encourager, parce que tout à l'heure, au cours des débats, Monsieur le ministre a été très prolixe sur les questions de paix, d'unité nationale, de cohésion sociale. Et je pense que le fer de lance de ces mouvements de tension ont pour socle véritablement dans l'énergie la jeunesse. Et si cette jeunesse-là est sensibilisée sur les notions de paix et que ces jeunes sont considérés comme ambassadeurs de paix, je pense que ça pourra désarmer les esprits. Une fois que les esprits sont désarmés, il est clair qu'aucun muscle ne sera convoqué. Et c'est pour cela que nous disons merci à cette initiative, nous l'encourageons et vivement que les résultats attendus puissent permettre à apaiser le climat électoral. Bien, plus cher les réactions. Oui, qu'on envoie des jeunes parler à des jeunes de paix, c'est une très bonne chose parce que nous savons tous que la jeunesse, c'est la majorité de notre population, plus de 75%. Le problème, c'est comment on recrute ces jeunes. Qui sont ces jeunes? Est-ce qu'ils sont formés comme il se doit? Enfin, comment on les a recrutés? Parce que pour nous, l'idéal serait qu'on aille au-delà des 17 régions, parce qu'il y a 31 régions en Côte d'Ivoire et plusieurs districts. Ce serait ça l'idéal. C'est une première étape. On est à 3 mois des élections. Donc, il serait bien qu'on ait fait cela de façon concertée avec tous les partis politiques, avec la société civile, pour vraiment s'étendre sur tout le pays et puis rendre saines les bases de choix de ces jeunes-là. Bien, merci. Gaël Lakba. 6500 jeunes mobilisés en tant qu'ambassadeurs de la paix, je dirais que c'est bien, c'est une bonne initiative. Ça montre que chacun essaie de montrer patte blanche à quelques mois des élections. Mais moi, si je vais aller plus loin, je suis un peu désolé parce que pourquoi faut-il que chaque fois qu'on approche les élections chez nous en Côte d'Ivoire et puis un peu partout en Afrique, on doit venir parler de paix, comme si l'élection voulait dire la guerre. Ce n'est pas vraiment intéressant. Lorsque les opposants parlent, lorsque la société civile parle, qu'ils alertent, qu'ils ont des revendications, il faut qu'on s'asseye ensemble pour trouver des solutions avant que les élections arrivent, pour qu'on vienne nous parler tout le temps d'ambassadeurs de la paix, que nous deviennons tous des prêtres de la paix. On peut utiliser ce temps-là à autre chose. Vraiment, on améliore. Monsieur le ministre, allez-y, réaction, 45 secondes. Mais je voudrais utiliser une partie de mes 45 secondes pour retirer mon expression d'intervieweur dangereux à l'endroit de mon voisin. Parce que pour une fois, je suis vraiment d'accord avec lui que ça me donne l'impression de vouloir éliminer les effets en maintenant les causes. Parce que je m'imagine mal, par exemple, dans des pays à démocratie avancée, dont nous voulons nous inspirer, qu'à la veille de chaque élection, on envoie des ambassadeurs de la paix pour régler ça. Je pense que nous avons la capacité de régler les problèmes de paix par le respect des lois, par l'égalité de tous devant la loi, par la définition des conditions d'élection, que ce soit des conditions transparentes et acceptées de tous, à partir de ce moment-là, par le dialogue politique également, et à partir de ce moment-là, on n'aura même plus besoin d'envoyer les jeunes. Donc, mon espoir, c'est que ce soit la dernière vague de jeunes qu'on envoie en mission pour la paix. Parce que prochainement... Non, s'il vous plaît, pas d'intervention dans le chiffre du jour. Éric Bayala, s'il vous plaît, il n'y a pas de réaction dans le chiffre du jour. Veuillez respecter la ligne de l'émission. Allez-y. Merci beaucoup. Donc, je souhaiterais que ce soit la dernière vague d'ambassadeurs parce qu'on aura, avec le dialogue politique, assaini conséquemment l'environnement politique de façon que, par le respect des lois et par le respect des valeurs républicaines, nous puissions... ne pas avoir recours à ces choses. À l'IRD, nous disions que nous sommes le creuset des valeurs républicaines
et nous voulons donc être les instruments de cette propagation des valeurs républicaines à travers tout le pays. Bien, l'AIRD, qui est l'Alliance ivoirienne pour la République et la démocratie. Merci à vous, monsieur le ministre, d'avoir répondu à toutes nos questions. Sans langue de bois, on espère vous revoir très prochainement pour d'autres sujets d'actualité. Merci de m'avoir reçu sur ce plateau et merci surtout d'avoir eu à partager ce moment avec des personnes assez brillantes et qui m'a permis donc de dire quelques mots. Et j'espère que cette invitation ne sera pas la dernière, mais c'est une façon de vous dire que je me tiens à votre disposition pour la suite. Bien, merci à nos consultants Gaël Lakba, Eric Bayala et Pulchérik Balé. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain, même heure, 19h50 sur Reflet TV, 337 sur le bouquet Canal+. Que Dieu veille sur vous et sur la Côte d'Ivoire. Bonsoir.